Fadl, Moussa. En fait, ce sont des réflexions et des commentaires rapides. On est parti avec une première intervention qui a parlé de ce recul de la démocratie, avec des chiffres 50%, etc., etc. C'est même motivateur. Bon. Et puis Tania, elle est intervenue aussi à la fin pour parler de la régression en Europe, en Europe, qui, dans l'article 2 de la Convention d'association entre l'Europe et les pays du Maghreb, etc., il y a l'article 2 qui fait la conditionnalité démocratique. C'est-à-dire celui qui n'est pas démocratique, au sens des valeurs démocratiques, on ne fait pas de convention avec lui et il ne peut pas bénéficier de nos aides. Et là, on constate que, précisément, ça se passe en Europe, avec des membres qui sont dans l'Union européenne et pas seulement dans le Conseil de l'Europe, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur démocratie recule. Mais on ne voit pas véritablement des sanctions ou des choses, à peine des discours comme ça, mais on a besoin de leur voix. Et donc on les fait associer. Le cas de la Hongrie dernièrement à l'OTAN, vous vous souvenez, et même en Europe aussi pour la question. Ce qui fait que ceux qui donnent des leçons de la démocratie, très souvent, et la référence à ces valeurs, auraient mieux fait de régler la question précisément chez eux d'une manière suffisamment significative pour que les autres pays puissent en tenir compte. Le deuxième constat, Tania, tu as fait quelque chose de remarquable. Moi, je dis à ceux qui nous écoutent, tous les autres intervenants étaient très bons pour dire la vérité. Mais la particularité de ton intervention, c'est que tu parlais de cet État constitutionnel. Tu as accordé précisément la question de la démocratie en rapport avec les cours constitutionnels. Et l'expression que tu as utilisée, elle est très charmante. Je dirais, on a capturé les cours constitutionnels. C'est très fort, c'est capturer les cours constitutionnels. Et après les avoir affaiblis, on nomme 5, on ne les met pas. Les autres disparaissent parce que l'âge les a atteints. Les nouveaux les ramassent et on a le système qui fonctionne avec des cours constitutionnels à la solde. Ce qui fait, et ça se passe en Europe. C'est pas... Bon, heureusement qu'il y a des pays où la Cour constitutionnelle, elles existent sur le papier, mais ne sont pas constituées. Donc, elle a été capturée, mais sans, etc. Alors, je termine finalement par ce grand schéma qui est apparu notamment dans des cas où il y a véritablement une forme de gouvernant qui arrive par la procédure démocratique des élections. Et on ne conteste pas les élections. Les exemples que vous avez choisis, vous ne contestez pas le résultat des élections qui se fait d'une manière correcte. Mais quand ils arrivent précisément là-bas, c'est là où on découvre que ceux qui ont été choisis, ils vont à l'encontre des valeurs et des principes sur lesquels normalement ils doivent être... et donc c'est ça donne une étrange image. Et je veux terminer par le nouveau livre qui vient d'être sorti par Hatem Manad. C'est la démocrature. Voilà, il n'est pas là malheureusement, Hatem. Mais il a écrit un ouvrage qui vient de sortir, c'est la démocrature. Ne sommes-nous pas aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vu, vers un cheminement, vers une forme de démocrature? Alors c'est une nouvelle théorisation qu'il faut, et à ce moment-là, lui, il a fait dans son ouvrage, je suis très impatient pour le lire, je ne l'ai pas encore lu, mais je connais un peu ses idées. Merci pour votre attention. Applaudissons Fadl Moussa. Salwa. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'ai peut-être une remarque et deux ou trois questions, mais je serai brève en réalité. Une remarque d'abord, malheureusement, on m'a dit que Zaïd n'est plus avec nous, mais par rapport à ce qu'a dit Zaïd à propos de l'Irak, que je veux rejoindre aussi avec ce qu'a dit Tania sur la question de l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum. Je pense que par rapport à l'Irak, on aurait aimé écouter peut-être un peu plus de Zaïd à propos de la présence étrangère, de l'occupation de l'Irak
et du rôle joué par la présence américaine en Irak. Parce que je pense que ça fait 20 ans que le régime du Ba'ath n'est plus là. Et donc je pense que c'est très réducteur de tout ramener à l'héritage du parti Ba'ath en Irak. Je pense que l'interventionnisme occidental y est pour quelque chose, ce qui nous donne la constitution irakienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est loin d'être démocratique ou d'instituer pour la démocratie, à mon sens. Ça rejoint aussi ce qu'a dit Tania sur la constitution adoptée par référendum. La question ici, elle est difficile, je pense, pour nous tous. C'est une réflexion plus qu'une question. Que suggère la démocratie devant des constitutions adoptées par référendum, donc démocratiquement, mais dont la substance n'est pas démocratique? C'est ça le problème. C'est soit on adopte et on accepte le jeu démocratique avec tous ses effets, tous ses revers, toutes ses faiblesses, ses défaillances, ainsi de suite. C'est plus une question que c'est une véritable interrogation, parce que moi-même, je n'ai pas de réponse à cela. Il faudra peut-être penser à la question de l'appropriation de la démocratie, penser aussi de la confiance dans le modèle démocratique occidental. Il y a beaucoup d'écrits, même des Occidentaux eux-mêmes aujourd'hui, qui reposent certaines questions. On vient de lire Emmanuel Todd sur la défaite de l'Occident, où il était très critique. Lui-même, il a été lynché par les médias parce qu'il a été critique sur le modèle occidental, le modèle démocratique, sur la démocratie, ainsi de suite. Alors ensuite, j'ai peut-être une question à M. Maurice Anguélé. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Pour l'Afrique, en fait, est-ce que vous ne pensez pas que sur la pratique des coups d'État, nous avons, parce que je vous ai écouté par rapport aux recommandations, mais nous avons un arsenal juridique multilatéral, qui est la Charte africaine pour la démocratie et les élections, qui a bien noté, prévu, organisé la question des coups d'État, les sanctions contre ce que la Charte appelle les changements anticonstitutionnels de régime. Est-ce que c'est un problème de mise en œuvre? Est-ce que c'est un problème de la définition? Parce que de la définition des coups d'État ou de la qualification des coups d'État. Par exemple, la question était légitime. Est-ce que ce qui s'est passé en Tunisie en juillet 2021, est-ce qu'on peut l'appeler coup d'État ou est-ce qu'on peut l'appeler un changement anticonstitutionnel de régime? Si oui, quand est-ce qu'on peut le qualifier ainsi, sachant que de ce côté-là, donc, il y a un arsenal juridique, mais je pense que la mise en œuvre reste... dernière question, je reviens à toi, à Tania, sur le dialogue que tu as proposé entre les cours constitutionnels et les citoyens. Moi et ma collègue et amie Salsabil Klib, et je pense on en a longuement parlé lorsqu'on préparait le projet de la Cour constitutionnelle, mais à travers une autre question. C'est la question de l'opinion dissidente. Et on y a renoncé, ça n'existe pas d'ailleurs dans la loi, parce que précisément on avait peur de l'affaiblissement de la légitimité de la Cour. C'est-à-dire on voulait que lorsque la Cour décide, le peuple n'a pas à ce stade besoin de connaître les détails des positions juridiques des uns et des autres. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'affaiblissement de ces cours, parce que c'est une forme de politisation? Parce qu'à partir du moment où on se met à vouloir convaincre peut-être ou dialoguer ou communiquer, est-ce que les cours ne seront pas piégés par ce jeu démocratique ou participatif à la fin? Et est-ce que c'est valable pour les cours qui ne sont pas... Peut-être ça serait valable pour les cours bien installés, avec des traditions démocratiques, ainsi de suite, mais ce modèle ou cette proposition pour les cours fragiles ou les jeunes cours constitutionnels, je pense que ça va encore affaiblir leur légitimité, parce que ça va affaiblir la confiance du peuple dans ces institutions. Voilà, j'espère que je n'ai pas été longue.
Merci beaucoup, cher Salwa. Merci surtout d'avoir ajouté au débat, vraiment, hein, moi qui le suis depuis ce matin. Un premier point, les transitions démocratiques sont-elles des phénomènes endogènes, ou bien ne sont-elles pas parfois induites par des forces extérieures? Je crois que ça nous intéresse, tous ces points-là. Et cette charte africaine, j'espère que tout à l'heure, et puis, tout le reste, vraiment, vous écoutez, vous avez ajouté par vos questions, et c'est ça la question. Écoutez, vous avez ajouté au débat. Maintenant, je vais donner la parole à Simouspa Jafar. S'il vous plaît. Vous avez le micro. Voilà. عمل لي يعيشك عمل كيفك انت بطاقة جلد. Merci pour les organisateurs, merci pour les intervenants, j'ai beaucoup appris. Réellement, j'aurais même voulu que certaines interventions, celle de notre ami Maurice et celle de notre ami Wassim, soient plus longues. Parce qu'ils nous ont parlé de pays qu'on suit évidemment dans le cadre des informations généralement dans les médias, mais dont on ne connaît pas les subtilités et les détails. Donc merci beaucoup, je vais vous emprunter votre plan. Elles seront publiées, je crois. Oui, non mais elles seront publiées. Oui, d'accord, d'accord. Je vais lui emprunter son plan parce que il facilite un peu mon intervention et ça me permet d'être télégraphique. La question des transitions se posera toujours dans la difficulté. Parce que les transitions, c'est des grands changements et les changements ne se font pas facilement. Je conteste d'abord qu'on parle de démocratie à conquérir. La démocratie n'est jamais conquise. La démocratie, il arrive un moment dans l'histoire d'une société où une transition est envisagée. Il y a une fenêtre. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui manque dans le plan, c'est la démocratie à construire. Et moi, je pense que les démocraties, les transitions qui échouent, les raisons sont multiples, on l'a vu, parce que chaque pays a sa vérité. Les pays qui ont vécu sous des dictatures militaires n'ont absolument aucune expérience de la démocratie. Or, il faut en avoir. Pour réussir une démocratie, il faut avoir et la culture démocratique, ce n'est pas moi qui vais lancer le slogan « Pas de démocratie sans démocrates », et si les démocrates ne sont pas là, il faudrait leur laisser le temps et la possibilité, créer les conditions pour qu'ils deviennent démocrates. Et c'est déjà une première raison fondamentale de l'échec d'un certain nombre de transitions. Je ne parle pas de démocratie, je parle de transition démocratique peut-être. Donc les transitions échouent parce qu'il n'y a pas les fondamentaux. Et les fondamentaux, encore une fois, c'est la culture démocratique et c'est l'expérience démocratique. Et s'il y a des transitions qui se sont passées un peu mieux que d'autres, on y reviendra peut-être pour le cas de la Tunisie, c'est parce qu'il y avait, malgré l'autoritarisme, il y avait un schéma de société civile qui était très active, même pendant la dictature. Il y a quelque chose à laquelle on ne fait pas beaucoup attention, c'est les réformes de l'éducation qui ont fait que la scolarisation de la fille et de la femme a fait que notre société marche sur ses deux jambes. Et autre chose fondamentale, c'est que avant que l'autoritarisme ne s'installe, il y avait un pluralisme politique, du temps même de la colonisation, et il y avait quelque chose de fondamental, c'est le syndicalisme. L'histoire de l'UGTT traîne derrière elle une tradition de négociation, de dialogue. Même avec un régime autoritaire, il y avait cette tradition qui a permis au lendemain de la Révolution de démarrer sur des bases un peu plus encourageantes. Une autre question, peut-être qu'elle se pose à tout le monde. Maintenant, on a appris, enfin on n'a pas appris, on le sait, que les démocraties
qu'on considérait comme des démocraties totalement ancrées, solides, ont des problèmes et marquent des reculs. C'est notre modèle. Le problème, c'est que ces démocraties qui reculent, qui ont des problèmes au niveau de leur fonctionnement, continuent à être notre modèle. Est-ce qu'on doit changer de modèle? Est-ce qu'il y a un autre modèle? Et la question, c'est éviter que, une fois qu'on aura installé notre démocratie sur ce modèle, on n'échoue pas de nouveau et qu'on ne fasse pas des reculs. Parce que c'est ce qui se passe. D'abord, la construction de la démocratie, phase essentielle, et on ne la construit que sur des fondamentaux que j'ai rappelés, l'état de droit, une justice indépendante et une presse libre. Ça, c'est les trois. Si ça n'existe pas, inutile de parler de démocratie. Deux, puisqu'on parle de modèle de démocratie libérale occidentale, c'est le pluralisme. Si on n'installe pas le pluralisme sur des bases claires, nettes, on ne pourra pas construire, et nous vivons, ce que nous vivons chez nous, c'est que pendant la période où il fallait jeter les bases d'un vrai pluralisme, on a négligé cette question-là. On n'a pas de loi sur les partis. Il n'y a pas de financement public pour les partis. Donc, de deux choses l'une, ou bien ils vont quémander, et ils peuvent quémander de l'argent propre, comme ils peuvent quémander de l'argent sale. Et là, c'est la dérive totale. Donc, toutes ces questions-là se posent, et merci de nous avoir donné l'occasion de vous les poser, de les écouter. J'ai posé une question concernant la situation en Afrique à notre ami Maurice, parce que j'ai eu une petite expérience de passage à Niamey. Est-ce qu'on peut prévenir les échecs? Est-ce qu'on peut prévenir les coups d'État? Moi, j'ai été dans un pays qui était réputé pour sa stabilité, le Niger. Réputé pour sa stabilité qui était presque comprise et acceptée par son environnement naturel. Quand on voit ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays où on s'attendait plus ou moins à ce que quelque chose se passe, un coup d'État, un changement, au Niger, de l'avis de 15 partis venus de pays différents, le Niger était cité généralement, et pas par le langage diplomatique classique, comme un pays relativement stable. Il nous dira pourquoi ça n'a pas marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Mosfa Sisleh Kamoun. Merci à tous. Ce colloque est très important pour moi parce que ma thèse est bien liée à ce sujet du peuple dans la Constitution de 2014. Bon, j'ai 3 points à soulever. Le premier, c'est qu'on n'a pas parlé du modèle de la démocratie. Parce que je me souviens qu'un article qui parle de 300 modèles dans le monde démocratique. Presque chaque pays a son modèle propre. Donc il faut définir la démocratie pour tenir comme référence, pour pouvoir évaluer notre démocratie en Tunisie. Et elle est dans le bon chemin. Quelles sont les erreurs qu'on a commises? Deuxième point, on a parlé, la démocratie se base sur un pilier bien clair, c'est la volonté du peuple. Mais on n'a pas parlé des peuples. Toutes les interventions ont parlé de la société civile, de la société politique, des militaires, des politiciens, mais on n'a pas parlé des tendances des peuples, la volonté des peuples. On n'a jamais parlé dans ces interventions, je crois qu'il faut se souvenir. Le troisième point, c'est est-ce qu'une démocratie peut, dans les pays du tiers-monde, réussir dans un environnement non démocratique, un ordre mondial
qui n'est pas démocratique, qui est dictatorial. Donc, la volonté de tous les pays peuvent être annulées par un veto. Donc, est-ce qu'on peut... On a bien parlé de l'Amérique latine. Tous les mouvements dictatoriaux ont été soutenus par l'Amérique. Est-ce notre démocratie était détruite par notre volonté ou par une volonté extérieure qui a influencé la volonté intérieure, directe ou indirecte? C'est ces 3 points qu'on veut parler. Barakallahu fik, Sisleh. Merci d'avoir soulevé la question du modèle. 300 modèles, avez-vous dit? Oui, oui, je vais donner la parole. 300 modèles. J'ai ouvert cette séance en rappelant Giovanni Santori, je crois. On l'a eu comme commentaire. Il parlait justement du mythe de la démocratie, je me rappelle encore, hein, plusieurs modèles, mais il disait quand même qu'il y avait un dénominateur commun. Il y a quand même une base commune, c'est la légitimité au pouvoir. Si je peux me rappeler. Alors, sans écorcher votre nom, ma chère collègue, Lamia Neji. Mounatabi, on l'écoutera l'après-midi. Lamia. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants et j'ai une petite question à la professeure Tania Groppi. Vous avez parlé de la protection de l'état de droit par les institutions, notamment les institutions de l'Union européenne. Et j'ai une question à vous poser. Comment vous expliquez les difficultés d'activer les procédures de l'article 7 du traité de l'Union européenne contre la Hongrie et la Pologne afin de les rappeler à l'ordre, afin de protéger les valeurs de l'Union? Est-ce qu'il s'agit, selon vous, on en a parlé hier, mais je voudrais que ça soit exposé devant tout le monde, est-ce qu'il s'agit d'une question de volonté ou d'efficacité du système de l'Union européenne? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lamia, ici. Tant mieux terminer ces interventions. Merci beaucoup, Aïchek. Merci. Merci à toutes et à tous pour ces brillantissimes interventions, vraiment. Hein. Alors j'aurais pas deux petites questions, une remarque et une question. Une remarque, je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon ami Salwa Hamrouni à propos du rapport de notre ami Zaid Al-Ali sur l'Irak, que j'ai trouvé un peu en décalage par rapport à la réalité du terrain. Et en décalage par rapport... alors Zaid a parlé de l'occupation américaine, hein, mais il n'a pas parlé de son impact d'abord sur le processus constituant, lors de l'élaboration de la Constitution, que beaucoup appellent d'ailleurs la Constitution de Bremer, et c'est-à-dire des conséquences sur un plus long terme sur l'appropriation du peuple irakien de cette Constitution. Et aujourd'hui, peut-être, hein, on est en train de voir des réactions, hein, d'ailleurs, à l'occupation américaine suite à ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre contre Gaza. Ma question est adressée au professeur Nguele, parce que je suis très sensible à ce qui se passe en Afrique. Je trouve qu'il y a beaucoup de rapprochements. Vous avez parlé des causes de l'instabilité, des causes des coups d'État, et vous les avez imputées, entre autres, à l'indigence de l'État par rapport aux services qui sont dus, n'est-ce pas, la santé, je suppose, l'éducation, etc., qui conduit à une très grande précarité, à une très grande pauvreté. La question que je me posais, en fait, parce qu'elle se pose aussi chez nous, hein, en ces termes-là, est-ce que c'est l'indigence de l'État qui produit, n'est-ce pas, cette précarité d'une tentative d'intégrer la démocratie, ou est-ce que c'est l'absence de conscience de la démocratie en tant que valeur, en tant qu'horizon auquel on devrait aspirer, qui conduit en fait à cette instabilité? C'est un peu un problème d'œuf et la poule. Qu'est-ce qui cause quoi, hein?
Et je pense que je me hasarde à une petite réflexion. Peut-être qu'il faudrait abandonner un petit peu cette analyse en termes de description des causes et des effets et essayer d'introduire une démarche volontariste. Il faut d'abord créer dans la société une conscience démocratique pour essayer de porter le peuple. Je vais parler de la Tunisie, là, pas des pays d'Afrique subsaharienne. Il y a une désaffection, on est en train d'observer une désaffection totale des Tunisiens, d'une grande partie des Tunisiens en tout cas, par rapport à la démocratie. Du coup, lorsqu'on attente à la démocratie par le haut, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire qu'il y a soit une sorte de fatalité, d'acceptation de l'ordre établi, soit au pire, soit évidemment au pire, un appel à cet attentat contre la démocratie. Donc je pense que par-delà, qui sont des soucis réels, la faiblesse du service de l'État, la faiblesse des capacités de l'État à répondre aux attentes de la population, notamment en termes de droits économiques et sociaux, mais il y a aussi une absence de foi, n'est-ce pas, de la société, des citoyens et citoyennes dans la démocratie pour des raisons qui me restent en tout cas obscures et sur lesquelles il faudra réfléchir. Merci. Merci beaucoup, cher David. Je donne tout de suite la parole aux intervenants. Et je vais commencer par notre collègue Wassim Beledi. Vous avez des réactions. Attends aussi. Concernant le plan de la démocratie à conquérir et de la démocratie à défendre en Amérique latine, j'ai choisi cette division, ces deux axes, pour montrer d'abord qu'il y a, concernant la démocratie à conquérir, l'Amérique latine a été dominée par les coups d'État et par le militarisme. Alors d'abord des coups d'État basés sur le populisme, puis des coups d'État basés sur le militarisme et encouragés généralement par les États-Unis dans un cadre de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et c'était pour faire barrage au communisme et à la révolution cubaine, sandiniste et au socialisme de Salvador Allende. Alors jusqu'aux années 80-90, il n'y avait pas de démocratie. C'était des coups d'État, des dictatures militaires. C'était une démocratie à conquérir par qui? Par la société civile, par le peuple, par les syndicats, les féministes, également par la fraction progressiste de l'Église catholique. En Amérique latine, il y a une fraction progressiste qui est la théologie de la libération, qui a milité pour la démocratie et qui a, malgré qu'elle est religieuse, cette tendance est une tendance religieuse, elle a constitué une plateforme pour accueillir les opposants communistes, marxistes et religieux contre les dictatures. Ça, c'est la démocratie à conquérir. Concernant la démocratie à défendre, c'est à partir des années 80, 90, et c'était une démocratie à défendre, bien sûr, contre la nouvelle adversité. Et j'ai nommé ça une adversité plurielle et combinée. Alors, on a le radicalisme religieux qui est apparu dans les années 80, justement avec les évangéliques. D'abord, jusqu'aux années 80, les évangéliques refusaient d'entrer dans la vie politique. Ils adoptaient
la doctrine ou l'obligation de ne pas de respecter l'autorité. Et ça nous rappelle cette règle qui existe chez nous, ta'at awliya al-amr wa adam al-khuruj ala al-hakim. Ça, c'est valable pour les salafistes en terre d'islam et les évangéliques en Amérique latine. Voilà. Merci beaucoup. Tania. Oui, merci pour toutes les questions, pour toutes les remarques. Je commence par ça. De qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la démocratie? La démocratie, c'est un adjectif, ça ne signifie presque rien. Ce que j'ai essayé de souligner, que c'est un peu le modèle aussi qui existe dans les pays européens et peut-être dans d'autres régions du monde, c'est la démocratie constitutionnelle qui a des piliers. Oui, il y a la souveraineté populaire, mais cette souveraineté populaire est limitée par l'état de droit. Alors, il y a les deux piliers et oui, en Europe, c'est l'état de droit qui est attaqué. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé, je n'ai pas parlé du peuple, mais pour les peuples, il y a aussi des livres, des ouvrages avec ce titre, « Les peuples contre la démocratie ». Alors, qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie que les peuples, les électeurs, votent pour des forces politiques qui sont contraires à la démocratie constitutionnelle. Et ça peut passer même pour le pouvoir constituant. C'est-à-dire, ce n'est qu'au moment des élections, mais c'est aussi que le pouvoir constituant peut être dans les mains des majorités politiques qui sont contraires à la démocratie constitutionnelle. Alors ça pose un véritable problème. Est-ce qu'on peut parler d'une constitution inconstitutionnelle par rapport à quel est le paramètre? On peut parler du paramètre à niveau du droit international. Oui, c'est ça. Et ce qui passe plus souvent encore, c'est des réformes constitutionnelles inconstitutionnelles. Et alors, là, les cours constitutionnels, lorsqu'ils ne sont pas capturés, ils sont en train de développer partout dans le monde une jurisprudence pour protéger les noyaux durs de la Constitution, même contre les réformes constitutionnelles inconstitutionnelles. Ça, c'est une nouveauté, cette tendance, souvent dans la jurisprudence. La Colombie, en suivant l'Inde, par exemple, c'est l'Inde le premier pays dans lequel une Cour constitutionnelle a déclaré une réforme constitutionnelle car elle était contraire au noyau dur des principes suprêmes fondamentaux de la Constitution. C'était la Cour suprême de l'Inde. Et la Colombie a suivi cette jurisprudence qui est utilisée aussi dans d'autres pays. Alors oui, ça c'est un véritable problème. Et les cours, autant que défenseurs de l'État constitutionnel des droits, ici, ces dialogues avec l'opinion publique, est-ce qu'il y a des risques? Alors, je pense qu'il faut séparer les sujets de l'opinion dissidente dans la Cour du sujet de cette relation avec l'opinion publique. Car je n'ai pas le temps, mais je partage l'avis de sa loi. Oui. Oui, la conséquence, je partage cet avis que, surtout dans les pays dans lesquels il n'y a pas une tradition d'opinion dissidente, ça peut affaiblir la décision de la Cour d'avoir des opinions dissidentes. Mais les dialogues avec l'opinion publique, ça dépend. Ça dépend. Il peut être manipulé aussi. Mais oui, j'ai reçu la même question la semaine passée en Albanie. À Tirana, lorsque j'ai présenté le sujet de ma recherche, que c'est la communication des cours constitutionnels, j'ai pas mal travaillé sur ce sujet et on m'a posé la même question. On m'a dit, mais dans un contexte plus faible, une cour constitutionnelle, une nouvelle, est-ce que ça va affecter négativement sa légitimité? On m'a dit la même chose qu'en Albanie, les mêmes remarques.
que j'ai écouté ici. Alors, il faut réfléchir. Je termine par l'article 7, la question de l'AMIA sur ces mécanismes. Il s'agit des mécanismes politiques. L'article 7 du traité sur l'Union européenne, il s'agit des mécanismes politiques. Alors, ça dépend de la volonté politique. Et il n'y a pas eu une volonté politique pour l'utiliser contre l'Hongrie et la Pologne. Ce n'est pas les problèmes de majorité, ce n'est pas les vétos, car on n'a jamais, on n'est pas arrivé au moment dans lequel l'unanimité est nécessaire. Avant, ça suffit les 80%, alors c'est possible. Mais pourquoi c'est un outil politique, un mécanisme politique, et il n'y a pas une volonté pour des raisons géopolitiques. Oui, les raisons géopolitiques qui sont encore plus compliquées après la guerre en Ukraine. Alors ça a encore fait plus difficile d'utiliser l'article 7, car notamment soit l'Hongrie pour ses relations avec la Russie, soit la Pologne, c'est nécessaire. Alors oui, mais ce qu'on peut voir dans le cadre de l'Union européenne, c'est encore une fois le rôle, peut-être je donne, mais c'est ma vision du constitutionnalisme. Alors, on peut voir encore le rôle des cours européennes et dans les dialogues avec les cours nationales qui n'ont pas encore été capturés, et surtout le pouvoir judiciaire, que c'est plus difficile finalement à capturer qu'une cour constitutionnelle. Alors, on peut aussi réfléchir sur le contrôle diffus. Si c'est le contrôle diffus par rapport au contrôle concentré, c'est plus difficile à capturer par des majorités politiques. Toujours, même IDEA, c'est-à-dire à niveau international, tous les experts dans les nouvelles démocraties ont suggéré d'avoir une cour constitutionnelle spécialisée. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ou serait mieux d'avoir du contrôle diffus par tous les juges, car c'est plus difficile à contrôler. Et si j'ai encore une minute, je ne sais pas si notre précédent me donne cette possibilité, si on va un peu plus à fond sur ce qui est passé en Pologne, en réalité, ce qu'on a vu, c'est qu'après la capture de la Cour constitutionnelle, les juges ordinaires ont commencé à faire les contrôles diffus, nonobstant le fait que la Constitution ne leur donne pas ces pouvoirs. Mais ils ont commencé à ne pas appliquer les lois qu'ils considéraient anticonstitutionnelles. Et c'est pour ça que les PiS, les partis au pouvoir, a commencé aussi à essayer, à présenter des réformes pour contrôler le pouvoir judiciaire, pour arrêter le contrôle diffus qui s'était développé en dehors de toute règle. Si le pouvoir judiciaire qui est lui, c'est vrai, c'est une multitude de tribunaux et une multitude de juges. Mais c'est un pouvoir qui est soumis à une autorité. Si vous avez un pouvoir judiciaire qui n'est pas protégé, c'est-à-dire dont, par exemple, si vous avez un conseil, je vais parler directement de la situation tunisienne, si vous avez un conseil supérieur de la magistrature qui est capturé, comme vous l'avez dit. Donc, le même problème va se poser aussi bien pour une cour, un contrôle concentré que sur un contrôle diffus. Je ne vais pas empiéter sur ce que va dire mon ami. Mais juste encore, si je peux me permettre aussi, sur la question du contrôle politique.
sur la question du contrôle politique, je ne pense pas que les obstacles au contrôle politique, je parle sous ton contrôle, Tania, évidemment, soient uniquement un obstacle d'ordre géopolitique. Je pense aussi il devrait y avoir des petits calculs dans chaque État qui va se dire aujourd'hui, je vais me liguer avec un groupe d'États pour prononcer des sanctions ou pour prendre des mesures ou pousser à prendre des mesures contre un État qui est considéré, qui est jugé comme étant un État déviant par rapport aux piliers de la démocratie constitutionnelle. Demain, je pourrais être dans la même situation et je n'ai pas envie d'être dans la même situation. C'est-à-dire par précaution ou par une sorte de calcul, chacun voulant préserver son cercle de souveraineté, s'il va entrer dans ce... Alors chacun pense au contrôle juridictionnel. Ça, personne ne peut y toucher. Il va s'exercer de lui-même. Mais le contrôle politique, je pense que les États membres, en dehors peut-être des considérations géopolitiques, les États membres, je pense qu'ils doivent être très prudents pour l'utiliser, pour avoir recours à cette... Parce qu'ils se projettent toujours dans l'avenir. Ils n'ont pas envie d'être demain, pour une raison ou d'une autre, se trouver sous la sanction politique de leur père, donc pour préserver leur souveraineté. C'est un point de vue qui n'appelle pas de commentaires. Là, c'est bon. Monsieur le Président de séance, je vais répondre aux 3 questions brièvement. La première, celle de la professeure Salwa. 2 choses là. Oui, en effet, il y a tout un corpus juridique. Hein. Vous avez parlé de la Charte africaine, vous avez la déclaration de Lomé, la récente déclaration de Bamako, la déclaration d'Accra. 2 problèmes. Premier élément, tous ces instruments juridiques n'ont pas valeur normative, mais incitative. Les États sont encouragés à. Et ça a été fait délibérément. Le président peut témoigner et dans la salle, il y a un peu anciens qui ont participé à tout ça. Nous sommes tous coupables. Ça a été fait délibérément. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que ne sont visés dans ces instruments que les coups d'État. En particulier les coups d'État civils ou des autorités civiles, on va dire par des moyens légitimes, l'ordre constitutionnel pour subvertir la nature du régime. Et y arrive. C'est une situation qui n'est pas envisagée par ces cas de figure et qui se reproduit de plus en plus. Je ne veux pas parler... Pardon ? Pour la charte, mais même la déclaration de Malabo qui a été adoptée il y a 2 ans ne parle pas des coups d'État civils. Anticonstitutionnel. Oui, mais c'est très difficile d'intégrer dans le cas de la charte ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe en Tunisie, les manipulations constitutionnelles par la limitation des mandats et autres. C'est très difficile. C'est pour ces raisons qu'il y a tout un travail dont vous êtes au courant mieux que moi sur la rédaction d'un protocole additionnel à la charte. Malheureusement, il manque de volonté, de moteur pour porter ce projet. C'est en ça que je faisais référence tout à l'heure au rôle de la Tunisie, de l'association tunisienne. À l'époque, vous connaissez l'histoire de la charte, il y a eu un moteur derrière la rédaction de la charte. Il manque ce moteur-là. Les pays africains sont occupés par leurs problèmes, les pays d'Afrique australe ne veulent pas regarder ce qui se passe ailleurs. En Afrique du Nord, nous sommes intéressés par autre chose. Donc voilà, il manque ce moteur-là. Deuxième point, et ça me permet d'aborder la grosse question, le modèle démocratique. Est-ce qu'il y a un modèle démocratique? Et comment expliquer? Est-ce qu'il ne faut pas dépasser l'explication descriptive pour quelque chose de plus substantiel?
c'est en ce sens que dans mon explication, ma deuxième explication, j'ai parlé de la crise du modèle de démocratie constitutionnelle. Je suis heureux de vous annoncer que la prochaine rencontre internationale, l'International IDEA, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, va porter sur cette question-là. J'espère que le bureau de Tunis et l'association se porteront volontaires pour nous accueillir. Ce sera avec plaisir qu'on viendra en débattre. Modèle. Est-ce qu'on peut parler de modèle, cher professeur? Vos collègues Yves Mény, Dubois de Gaudusson et autres ont parlé de la politique du mimétisme institutionnel, la greffe et le rejet. Jean, à la fin de son ouvrage sur la greffe et le rejet, prédisait ce qui arrive actuellement dans les pays africains. Il n'y a pas eu de domestication du modèle de démocratie constitutionnelle. C'est des constitutions formelles et non pas substantielles qui existent dans ces États. Alors, comment changer les choses? Et ça renvoie à ce que le président disait tout à l'heure. Quel est le poids de l'extérieur dans la rédaction de ces constitutions formelles? Pourquoi? Ce n'est pas fait exprès. Il ne manque pas d'intellectuels. Professeur, vous mentionnez tout à l'heure Paul Gérard, notre collègue Pougoué. Oui. Il y a Camto, il y en a d'autres. Vous êtes très nombreux. Mais tout ce qui est de l'ordre des transformations, de l'équilibre nous-jeu, du collectif et de l'individuel, tout ça n'a pas été pensé. Mais c'est fait de manière délibérée. Est-ce que ce n'était pas un moyen de contenir les citoyens de ces États dans un état d'enfantement qui éviterait qu'éventuellement ils puissent accéder à une demande de plus de redevabilité de la part de l'État? Et puis aussi que l'État puisse se responsabiliser un peu plus. Je ne veux pas anticiper sur notre réflexion le 9 septembre, mais voilà, on aura, si vous nous invitez, nous viendrons et on aura du gré à moudre. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir le faire à Tunis? Je ne sais pas. Ça c'est autre... Si, d'accord. D'accord. Je terminerai, Président. Oui, troisième point, et je terminerai là-dessus. Oui, le Niger, votre ami Mohamed Bazoum, après coup, on se rend compte en effet qu'on a raté le coche. On en a parlé un peu, vous et moi. D'une part, il y a eu tout un discours, pour le coup volontariste, présentant le Niger comme un modèle de démocratie constitutionnelle dans un environnement totalement instable et infecté par l'islam et les djihadistes, avec la confusion volontaire entre islam et djihadisme. Et ce discours-là a été porté par des acteurs très intéressés. Ça nous a fait oublier que dès le départ, dès la désignation de votre ami comme candidat, vous le savez, il y a eu un schisme dans le pays, pas dans le parti seulement, dans le pays, qui s'est reproduit dans l'armée. Et progressivement, il y a toute une série d'événements de dégradation auxquels on n'a pas prêté attention, y compris vous. Et vous y étiez un mois avant. Vous y étiez un mois avant. Donc vous n'avez pas vu les choses, et nous n'avons pas non plus vu les choses. C'est aussi ça, c'est aussi peut-être une question, quand on réfléchira au programme de cette réflexion du 9 septembre, peut-être repenser la question des indicateurs de crise constitutionnelle. IDEA International essaie de travailler là-dessus. Je suis très sceptique. À l'époque où j'étais purement académique, j'étais très ambitieux. Je me disais que c'est possible techniquement d'avoir des indicateurs. Mais je ne sais pas, avec le recul et puis écoutant les aînés et les anciens, et puis avec la pratique, je me dis que c'est très difficile finalement. C'est très difficile. Nous travaillons sur l'être humain. Nous travaillons sur l'humain, sur la sensibilité, sur des acteurs avec des intérêts, des attentes contradictoires souvent. Comment catégoriser cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais un doctorant qui fait sa thèse depuis 12 ans là-dessus. Malheureusement, il n'arrive pas à finir. J'espère qu'il n'y a personne qui fait sa thèse ici sur la question des indicateurs de crise constitutionnelle. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous.